Rentrée parlementaire 2015, bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous revenez de vacances? Oui, j'ai pris 8 jours dans le Quercy, ce qui me permet de voir à quel point la France, hélas, il faut bien le dire, la France qui meurt, est belle et dispose d'un patrimoine absolument incomparable dans ce pays parsemé de châteaux, de chapelles, d'églises, de maisons magnifiques, Rocamadour, le village médiéval de Saint-Cyr-la-Popie, le site préhistorique de Pêche-Merle, grotte décorée par nos ancêtres d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ce qui prouve quand même que ce pays comporte une large part d'indigénat, ce qu'il serait bon de ne pas oublier. Je crois que le retour de vos vacances, une triste nouvelle, vous a affecté? Oui, c'est le décès de notre ami Emmanuel Ratier. Je voudrais lui rendre un hommage tout particulier. Décès prématuré au milieu de sa famille et brutal. D'abord, je voudrais exprimer une nouvelle fois mes sincères condoléances à son épouse et à ses 3 filles. Et je voudrais rendre hommage à Emmanuel Ratier, qui a été un travailleur discret, mais absolument exceptionnel. Un documentaliste de premier plan, éditeur, qui, au prix d'un travail harassant, a réussi à éditer notamment la lettre Faits et documents, qui reste absolument inégalée par tout ce qu'elle révèle précisément, notamment des fonctionnements internes de l'établissement médiatico-politique, et toujours avec le ton juste, sans jamais tomber dans la polémique inutile. C'est de la description des faits. Jamais attaqué. Et jamais, en tout cas, condamné. En tout cas, Emmanuel Ratier était un grand monsieur. Il n'était pas croyant, mais il a été un serviteur de la vérité toute sa vie. Et je pense que celui qui est la voie, la vérité, la vie, en tiendra compte. En tout cas, je chéris sa mémoire. L'actualité du Front National, les universités d'été de Marseille, quel bilan en tirer, Bruno Gollnisch? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Je crois que le programme était extrêmement intéressant. On pouvait craindre des frictions suite à la navrante exclusion de Jean-Marie Le Pen, sur laquelle je me suis exprimé à de très nombreuses reprises. Chacun sait mon sentiment, connaît mon sentiment à cet égard. J'ai assisté par la télévision au discours de Marine Le Pen, que je dois dire j'ai trouvé extrêmement offensif et excellent. On parle très conforme aux fondamentaux, ce sont les analyses des journalistes? Oui, je ne sais pas si c'est conforme ou pas aux fondamentaux. En tout cas, c'est parfaitement conforme aux exigences de la situation dramatique que vit notre pays et le monde occidental, qui est menacé évidemment de submersion. Ce sont des choses que Jean-Marie Le Pen a prédites depuis très longtemps. La première fois que je l'ai entendu parler de ces phénomènes démographiques qui allaient projeter des dizaines de millions d'hommes du Sud vers le Nord encore prospère, mais en situation de déséquilibre démographique, le Nord vieillissant, de nos civilisations affaiblies, c'était déjà il y a 40 ans. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je regrette infiniment la rupture qui est intervenue, et je persiste à réclamer, à espérer, à contribuer dans la mesure du possible la réconciliation, dont beaucoup me disent qu'elle est impossible, mais moi je dis qu'elle doit devenir possible puisqu'elle est nécessaire. Alors Bruno Gollnisch, les migrants, c'est le feuilleton, je ne sais pas si le terme est bien adapté. Vous parliez les peuples d'Europe vieillissants, la jeunesse qui viendrait, qui arriverait justement d'Afrique, d'Orient, la photo dramatique de ce petit enfant, est-ce qu'elle ne doit pas plutôt éveiller les consciences que nous faire rester, faire camper en tout cas vos positions sur l'accueil des migrants qui jusque-là en tout cas ne sont pas très ouvertes? Non. Je crois qu'il y a dans toute cette affaire évidemment des drames humains considérables qui étaient parfaitement prévisibles et que nos gouvernants n'ont pas prévus, ce qui est absolument criminel de leur part. Car gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir maintenant l'accueil, disent-ils. On réagit de façon émotionnelle à ces drames, notamment bien sûr celui de ce petit garçon, mais je vous rappelle quand même que le corps de ce petit garçon, il est découvert sur une plage turque, alors qu'il s'apprêtait, semble-t-il, avec sa mère, ses frères,
à s'embarquer vers la Grèce et que son père était résident en Turquie. Par conséquent, je vois mal à quel titre, dans cette affaire, on se saisirait de ces photos qui révèlent une situation dramatique pour culpabiliser le monde occidental. Je crois par conséquent qu'il faut raison garder. Les appels à l'accueil, à l'installation, à l'insertion des migrants sont évidemment des appels d'air fantastiques qui, dans les moyens de communication modernes, lesquels circulent aussi en Afrique subsaharienne et partout, représentent un fantastique appel d'air, c'est-à-dire que chacun croit dans ces pays pauvres, que l'Europe est un Eldorado, et chacun sait, puisque c'est hélas la réalité, qu'à partir du moment où on met les pieds quelque part en Europe, et en particulier dans l'espace Schengen, de quelque façon que ce soit, on y est définitivement admis, que même les déboutés du droit d'asile ne sont dans la pratique jamais renvoyés chez eux. Par conséquent, si l'on veut que cessent, par exemple, ces drames en Méditerranée, il faut avoir le courage de dire que le sort de que les personnes qui tentent de traverser la Méditerranée sans être autorisées à venir sur notre territoire seront systématiquement ramenées sur les côtes africaines et que c'est sur les côtes africaines que leur cas doit être traité avec l'aide du Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, avec l'aide de la Croix-Rouge et en un certain nombre de points qui peuvent être décidés d'un commun accord avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec les pays en question. Mais les personnes menacées de mort, Bruno Gollnisch, il y a quand même en Syrie aujourd'hui des chrétiens menacés, torturés, kidnappés. Certaines familles ne peuvent plus vivre là-bas. Bien évidemment. Est-ce qu'il ne faut pas l'accueil de tous ces migrants ? Je ne suis pas insensible. Je ne suis pas insensible, notamment au sort des chrétiens d'Orient, par exemple, qui sont abominablement persécutés. Mais je dois dire que nous avons largement contribué à la déstabilisation de cette région en détruisant le régime irakien qui était protecteur des minorités et protecteur des chrétiens. C'est nous qui avons créé ce terrible chaos dont ont profité les islamistes. C'est nous qui avons rejeté les baassistes irakiens, sunnites, dans le camp des islamistes les plus radicaux. Premièrement. Deuxièmement, je crois aussi que la situation des personnes qui fuient la guerre, on nous dit qu'il y a des personnes qui fuient la guerre, à partir du moment où ils fuient la guerre, ils doivent être accueillis. Eh bien, au risque de vous surprendre et au risque de choquer un certain nombre de bonnes âmes, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que la majorité de ceux que l'on appelle les migrants ne sont pas des gens qui fuient la guerre. Il n'y a pas de guerre au Sénégal, il n'y a pas de guerre au Pakistan. Pourtant, il y a beaucoup de Pakistans. Il y a des gens qui fuient la guerre. Par exemple, on voit beaucoup de jeunes hommes originaires d'Afghanistan, par exemple, qui viennent, ou du Mali, qui viennent sur nos côtes. Mais je dirais, est-ce que, par exemple, mon grand-père, en 1914, quand la guerre a éclaté avec l'Allemagne, il a fui la guerre pour aller en Suisse, pour aller en Espagne ou au Portugal? Non, il s'est engagé dans l'armée française pour défendre son pays. Eh bien, moi, je considère qu'il est tout à fait anormal, qu'il est tout à fait immoral que nous acceptions que des jeunes Afghans, par exemple, ou que des jeunes Maliens viennent sur notre territoire, alors que nous envoyons se faire tuer là-bas des jeunes Français, des jeunes Occidentaux, soi-disant pour protéger les libertés du Mali ou les libertés de l'Afghanistan contre les talibans. Si nous sommes persuadés de la véracité, de la sincérité de ce que nous disons, nous devons faire en sorte que les jeunes Afghans ou que les jeunes Maliens soient enrôlés dans les armées de leur pays et défendent leur liberté les armes à la main. C'est d'ailleurs dans cette optique que je pense que les déclarations du président de la République sont parfaitement absurdes. Cette histoire de reconnaissance aérienne, j'espère quand même que ça a été décidé d'un commun accord avec le gouvernement légitime de la Syrie, dont M. Valls disait il y a quelque temps que c'était des bouchers. Puis on s'aperçoit que les bouchers, c'est plutôt les autres. Voilà. Bon. Vous voulez dire que les premiers rebelles étaient les djihadistes ? Oui, ce sont les djihadistes qui, évidemment, s'efforcent de renverser le gouvernement de Bachar el-Assad, qui était reconnu par toutes les nations, tellement reconnu d'ailleurs que M. Bachar el-Assad lui-même était l'invité et l'hôte privilégié de la France le 14 juillet à la tribune officielle sous la présidence de Sarkozy. Bon, alors c'est une politique de gribouille, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de troisième voie.
ou bien c'est le gouvernement légal de la Syrie, ou bien ce sont les djihadistes qui l'emportent. Alors dire qu'on va faire des reconnaissances aériennes dans le but de faire ensuite des frappes aériennes, ce ne sont pas les frappes aériennes qui vont résoudre le problème. Il faut aller sur le terrain. Mais ce ne sont pas les Occidentaux qui doivent aller sur le terrain, parce que si ce sont les Occidentaux qui vont sur le terrain, ils accréditent la version qui est très sensible pour les musulmans, qu'il y a un retour des croisades contre l'islam. C'est évidemment un corps multilatéral musulman. Et toutes nos pressions doivent s'exercer à l'égard de ces pays prétendument amis, que sont le Qatar, que sont l'Arabie saoudite, etc. Il est quand même extraordinaire que dans cette affaire de migrants ou dans cette affaire de déstabilisation de la Syrie, de califat islamique aux confins de l'Irak et d'autres pays, il n'y ait aucune réaction de la part des pays africains ou de la part des pays du Proche et du Moyen-Orient, et notamment des pays arabes, alors que c'est principalement, évidemment, un problème arabe. Et ce sont les Arabes qui doivent fournir les contingents d'une force internationale qui sera destinée à combattre Daesh. Et ce sera c'est bien quand même la moindre des choses quand on voit notamment non seulement les atrocités contre les personnes, mais aussi le vandalisme contre le patrimoine auquel procèdent ces barbares. Alors, en revanche, bonne nouvelle, les Français vont pouvoir bénéficier d'un bol d'air fiscal, Bruno Gollnisch. C'est une nouvelle annonce totalement bidon, parce que la somme de 2 milliards d'euros, qui peut paraître comme ça une somme considérable, en fait, pour vous fixer... 8 millions de foyers quand même qui sont touchés par ces baisses. Oui, 8 millions de foyers avec quelques euros à chaque fois à la marge, alors que la fiscalité avait augmenté. La fiscalité avait augmenté de 40%. 2011, oui. Et voilà, on la diminue pour eux de 5, 6, 7%. Ça n'est pas très sérieux. Ces 2 milliards d'euros, ça représente un peu plus du quart, à peine plus du quart, de ce que les États-Unis ont volé, je pèse mes mots, à la banque française BNP Paribas. Ceci dans le silence total des autorités françaises qui n'ont même pas protesté. Vous vous souvenez que BNP Paribas, banque française, avec une filiale genevoise qui commerçait financièrement avec l'Iran, avec des pays hostiles, avec l'Iran, avec je crois Cuba et d'autres, qui étaient sous embargo américain. Oui. Les États-Unis, qui se croient les gendarmes du monde, se sont saisis du prétexte que les transactions étaient libellées en dollars pour imposer à cette banque française, en raison des agissements de sa filiale suisse, sur laquelle ils n'ont en principe aucune espèce de compétence. Ils lui ont imposé une amende absolument faramineuse qui est 4 fois le montant de ce que M. Hollande généreusement se propose d'épargner aux contribuables français. Moi, j'aurais préféré que M. Hollande plaçât sous séquestre un montant équivalent d'avoir financier américain en France. Et ensuite, on aurait discuté, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et ça aurait été quand même autrement plus digne et autrement plus sérieux que ces mesurettes dont on sait très bien qu'elles n'auront en réalité aucune espèce d'incidence. Hier, la FNSEA venait visiter les parlementaires à Bruxelles, et là, c'était le début de la session à Strasbourg. Oui, il faudrait quand même que ces organisations syndicales sachent que, voilà, si on veut visiter les parlementaires européens, il faut regarder le programme du Parlement européen, qu'il ne faut pas venir à Bruxelles quand ils sont à Strasbourg, et vice-versa d'ailleurs. Mais je crois qu'en revanche, vous avez tenu des positions dans les différents débats qui ont alterné un petit peu les différents épisodes autour de la crise agricole française. Bruno Gollnisch, le soutien aux agriculteurs, il est encore possible? Oui, mais bien sûr. Dans un marché mondialisé quand même, aujourd'hui la globalisation met en concurrence. Ce marché européen ne devait pas être mondialisé. C'est pour ça qu'on a fait l'Europe. La politique agricole commune, c'était en théorie au départ l'inverse du marché mondialisé. C'était un marché qui était libéralisé à l'intérieur des pays européens, dont certains étaient très déficitaires en produits agricoles, comme l'Allemagne par exemple, alors que l'Allemagne disposait d'une industrie peut-être plus florissante ou plus réputée que la nôtre. Et c'est cet échange qui devait avoir lieu au niveau
bien sûr, des pays européens. Et toute la politique agricole commune, en théorie, au départ, visait non pas tant à subventionner nos agriculteurs et à en faire des assistés, ce qu'ils refusent à juste titre, mais à leur garantir des prix supérieurs aux cours mondiaux. Et c'est cet engagement-là qui a été trahi par l'insertion de plein pied et sans aucune protection de l'espace européen dans ce domaine comme dans tous les autres, dans le mondialisme, dans le marché mondial. Et ça, c'est extrêmement grave, bien sûr. Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que les agriculteurs sont très conscients de cela, puisque ce qu'ils demandent, ce ne sont pas des subventions, ce ne sont pas des aumônes comme on leur propose, ce sont des prix qui soient supérieurs à leur coût de production. Notre ami Loiseau, qui est lui-même agriculteur, qui est lui-même céréalier, me disait, comme tous les autres céréaliers, un de vos collègues parlementaires européens. Absolument, député européen du Front National, que cette année, mais c'est très facile à vérifier, les prix de vente du blé ont été, et ça n'est pas la première fois, c'est la troisième fois à l'espace de quelques années, les prix de vente ont été inférieurs au prix de revient. Et par conséquent, il est évident que si cette situation se prolonge, eh bien, il sera obligé de mettre la clé sous la porte et il ne sera pas le seul. C'est donc une situation tout à fait dramatique contre laquelle les agriculteurs ont raison de protester et nous avons raison de les défendre. Bruno Gollnisch, merci du temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie. Bonne reprise de session. Merci. Au revoir.